j'assure que les Mauritaniens soient déjà prêts à élire une femme présidente de la République. Bonsoir et bienvenue dans votre émission pour 2024. Comme vous le savez, cette année, la Mauritanie organise les élections présidentielles, au cours desquelles le président sortant, Ould Ghazouani, remet en jeu son mandat. Nous ne recevons pas aujourd'hui le président sortant, mais nous recevons une personnalité très en vue dans le microcosme politique mauritanien, en l'occurrence Madame la députée Kadiatou Malick Diallo. Bonsoir Madame la députée. Bonsoir. Merci de vous joindre à nous pour cette première de l'émission Pôle 2024. Je vais vous laisser vous présenter brièvement avant d'aller plus en détail sur les questions. Vous l'avez dit, c'est la députée Kadiatou Malick Diallo, professeure de lycée à la retraite, députée depuis maintenant, c'est mon 3e mandat, toujours à l'opposition. Je crois que c'est suffisant. Alors, Madame la députée, vous avez été élue lors de cette élection générale de l'été dernier, 2023. Quelles ont été vos impressions sur cette élection? L'élection, comme vous l'avez certainement remarqué, ça a été comme toutes les autres élections presque, qui sont contestées et contestables par le manque de transparence et le fait même qu'en fait il y a un grand recul de la démocratie depuis l'arrivée de Ghazouani au pouvoir. On sent qu'il y a une volonté manifeste de tout faire de manière assez pernicieuse d'ailleurs pour tuer l'opposition, pour qu'il ne reste plus qu'un seul parti sur la scène. Et c'est ce qu'on a noté avec une très forte majorité du parti de Ghazouani, malgré le fait que Ghazouani lui-même et ses partisans n'apportent rien, n'offrent rien aux Mauritaniens, mais à cause du jeu pernicieux qu'ils sont en train de développer, pratiquement la démocratie est aux arrêts. Madame, nous avons appris votre élection à cette nouvelle législature en est une preuve que vous avez été l'une des chevilles ouvrières de la création de la coalition Espoir Mauritanie. Pouvez-vous revenir sur le processus de sa création du projet et qu'elle porte? Bon, nous avons été un certain nombre de personnalités politiques de la scène qui venant d'horizons divers, en fait de partis différents, mais que nous avions en commun la volonté de nous opposer au pouvoir et de nous opposer surtout à cette manière de chercher à tuer la démocratie. Moi-même, j'étais dans un autre parti, l'IFP, avec qui j'ai eu des divergences très profondes jusqu'à ce qu'il y ait eu la séparation. C'était avec un autre député maître libre, Mohamed Mbarek, qui venait du RFD, c'est un parti connu de l'opposition, lui aussi, étant plus en odeur de sainteté avec son parti, avait décidé de le quitter. Le député Mohamed Lemine Sidi Mouloud, qui lui s'était présenté en 2018 sous les couleurs d'un parti qui a fini par être dissous par la force de la loi, mais qui est resté à l'opposition malgré que ses amis ont intégré le parti au pouvoir. Koumba Dada Khan, qui était député de Sawab Ira, qui aussi ne partageait plus les mêmes positions. Bien sûr, il nous fallait aussi un parti politique légal, parce que vous n'êtes pas sans savoir que le pouvoir, depuis l'arrivée de Ghazouani, a décidé de ne reconnaître aucun parti politique en violation flagrante de la loi sur les partis. Et donc, nous avons aussi contacté Diop Amad Tijane, président du FRUD, qui était lui aussi dans la coalition Espoir, la CVE plutôt, Vivre Ensemble plutôt, la coalition Vivre Ensemble, CVE de Kanani Baba. Et donc nous nous sommes aussi élargis à un autre groupe de jeunes qui aussi étaient sur la scène. Et donc, tout compte fait, nous avons essayé de constituer un groupe qui va se distinguer par une dynamique et une conjugaison des efforts, tout en restant à l'opposition. C'est de faire en sorte que nous puissions nous distinguer sur la scène, et je crois que nous avons pu obtenir un résultat appréciable. Et maintenant que la coalition Espoir est devenue incontournable sur la scène, quelles seront les prochaines étapes?
Bon, je ne sais pas si elle est incontournable, disons qu'elle a sa place. Vous avez été la grande surprise des élections passées en réussissant à élire une demi-douzaine de députés. Oui, c'est pourquoi j'ai dit que nous avons eu un résultat appréciable. Malgré que c'est relativement pas aussi très fort que ça, mais quand même, nous nous sommes bien distingués au niveau de l'opposition parce que notre coalition est arrivée deuxième partie de l'opposition. Donc, une fois que cela est fini, là actuellement, nous sommes au niveau du Parlement, appartenant à l'institution de l'opposition comme le deuxième parti de l'opposition, avec un groupe parlementaire et qui aussi essaie de se distinguer au niveau du Parlement. Parce que le Parlement, c'est normalement la voix des partis, c'est la voix des opinions qui sont dans le pays. Nous essayons de le faire. Maintenant aussi, nous nous organisons pour l'avenir. Notre coalition, qui était une coalition électorale parce que nous étions bousculés par le temps, va se transformer ou tente de se transformer en une coalition politique encore plus solide. Nous sommes au port des élections présidentielles. L'opposition semble prendre contact autour de l'institution de l'opposition démocratique émenée par Tawassoul. Une candidature unique de l'opposition est-elle possible aujourd'hui en Mauritanie? Bon, je ne saurais vous avancer quelque chose sur ce terrain parce que franchement, nous n'avons pas encore harmonisé nos points de vue au sein de l'opposition. Donc, il n'y a pas encore une prise de position de l'opposition. Il n'y a que des options qui peuvent se dégager. Bien sûr, il y a toujours l'option de candidature unique de l'opposition, qu'elle se mette d'accord, qu'elle soutienne un seul candidat. Ce serait, à mon avis, le meilleur choix, la meilleure option possible pour l'opposition. Mais d'autres possibilités aussi peuvent découler de la situation. Je ne pourrais pas dire plus pour le moment. Alors, qui voyez-vous pour représenter l'opposition unique en Mauritanie aujourd'hui? Là aussi, je n'ai pas de nom à avancer. Je ne peux pas avancer un nom, mais je suis sûr que de toutes les façons, la Mauritanie et les Mauritaniens pourront toujours trouver un candidat crédible de l'opposition. Alors, selon vous, quels seront les enjeux de la prochaine présidentielle? C'est d'abord de redynamiser un peu le processus démocratique, faire en sorte que ce que le pouvoir a cultivé ici, cette hibernation, cette léthargie, qu'on puisse la dépasser. Parce que tout ce que je sais, c'est que Ould Ghazouani n'a pas un bilan glorieux à présenter aux Mauritaniens. Parce que vous n'allez pas nous trouver une réalisation importante de Ghazouani. Je sais que ces derniers jours, il est en train de courir partout dans les régions de la Mauritanie, mais on voit toujours les mêmes scènes d'accueil populaire qu'on a déjà vues par le passé, qui en réalité ne sont qu'une mousse qui très rapidement va pouvoir disparaître. Et donc, dans cette situation, je pense qu'il n'est pas difficile de confronter Ghazouani, de montrer ses limites, ses faiblesses, même si par ailleurs le poids de celui qui est au pouvoir actuellement, ce n'est pas le poids électoral, c'est le poids des militaires. Ce sont les militaires qui déterminent la force dont il va disposer. Alors, et vous dites que son bilan n'est pas fameux, mais aux élections passées, son parti, INSAV en l'occurrence, a réussi quand même une très large majorité. Ils n'ont pas été sanctionnés par la population. Oui, c'est par le jeu qu'ils sont en train de faire, de demander, de chercher à tendre la main à l'opposition, non pas pour asseoir la démocratie, mais pour tuer l'opposition. Ça, c'est un. Deuxièmement, effectivement, on sent au niveau des populations une certaine résignation. Malgré le malaise général, il y a une certaine résignation qui encore apparaît. Mais ça, le pouvoir ne doit pas s'en réjouir parce qu'il est préférable d'avoir une opposition très consciente qui mène le jeu que plutôt se réveiller un bon matin et faire face à une explosion populaire. C'est ce qui risque d'arriver dans le pays. Et d'un autre côté, vous avez aussi le fait que par rapport au recul de la démocratie, c'est que vous ne pouvez
au niveau, par exemple, de l'administration, au niveau des nominations, vous ne pouvez pas aspirer à quoi que ce soit en quelconque poste, y compris d'être directeur d'une école de 3 classes, sans vous afficher avec le pouvoir. Donc, on a cultivé un peu cette relation de dépendance au pouvoir, et donc qui fait que, pour tout compte fait, les gens sont encore dans cette situation où c'est lui qui est au pouvoir mène encore le jeu, mais ce n'est pas à cause de son résultat, mais c'est surtout à cause de la politique qui est développée. D'accord. Alors, le président d'un pays voisin disait qu'il allait réduire l'opposition à sa plus simple expression. Alors, vous pensez que c'est plutôt Razouani qui a réussi cet exploit de réduire l'opposition mauritanienne à sa plus simple expression? Aujourd'hui, l'opposition mauritanienne, on peut dire qu'elle est morte. Bon, dire que l'opposition est morte, non, parce que de toutes les façons, l'opposition peut ne pas être cette force visible, organisée, en soutien, mais elle peut se manifester par le mécontentement populaire. Aujourd'hui, je sais que les Mauritaniens, toutes tendances confondues, toutes couches confondues, ne sont pas satisfaits plutôt de la situation que nous vivons. Maintenant, en tant que force organisée, effectivement, l'opposition s'est beaucoup affaiblie, mais de toutes les façons, s'il arrive que le peuple pousse vers le changement, l'opposition elle-même va émerger et elle va pouvoir canaliser cette volonté. Alors, vous semblez décrire une situation catastrophique pour la population mauritanienne, en parlant du bilan de Razouani. Alors, comment l'opposition compte faire aujourd'hui pour transformer ce mécontentement en électorat? Il suffit d'avoir un discours structuré, de se mettre en rapport avec les populations, de leur proposer d'être une alternative au pouvoir, pas de chercher tout simplement à garder le contact avec le pouvoir, à dialoguer avec lui, mais plutôt de travailler à être une alternative à ce pouvoir. D'accord. Alors, le débat autour de l'officialisation des langues nationales continue à polariser la discussion sur les réseaux sociaux. Êtes-vous satisfaite de cette loi d'orientation? Et comment voyez-vous la suite, notamment du travail que devrait jouer l'IPELA? Vous posez là une question qui, à mon avis, est très simple pour moi parce qu'il y a 3 jours, 4 jours, j'ai interpellé le ministre de l'Éducation sur la promotion des langues, les mesures qui sont prises pour rendre effectif l'enseignement des langues nationales. L'officialisation, depuis qu'on a parlé de cette loi d'orientation, a été un point de controverse, pas en réalité parce qu'on est divergent sur la revendication, mais plutôt par les approches que les uns et les autres pouvaient avoir. De mon point de vue, la loi d'orientation a ses insuffisances par certaines ambiguïtés, mais au moins il y a un acquis pour moi, c'est la réintroduction des langues nationales dans le système éducatif. L'IPELA a été créé, l'Institut pour la promotion de l'enseignement des langues nationales. J'ai dénoncé sa dotation budgétaire qui est assez faible par rapport à son travail, par rapport à sa mission. Mais malgré tout, je pense que quelque chose peut être fait dans ce sens. Et je me réjouis qu'actuellement, l'Institut est en train de former les enseignants qui doivent mener l'expérimentation. Cette expérimentation qui elle-même n'était pas peut-être nécessaire parce qu'elle a déjà été faite et elle a été concluante. Mais comme le pouvoir a décidé qu'il faut qu'il en soit ainsi, je suis sûre que les résultats seront positifs comme par le passé. Donc je ne m'inquiète pas pour ça. Maintenant, ma seule inquiétude, c'est qu'on ne se retrouve pas comme la situation qu'on a vécue avec l'ancien Institut des langues nationales. Que le travail soit fait, qu'il soit bien évalué positivement, mais que le pouvoir, au lieu de tirer les conclusions nécessaires, de prendre les dispositions qu'il faut, décide tout simplement de saboter ce qui a été réalisé. Ça, c'est une source d'inquiétude.
Mais je crois que nous resterons tous vigilants pour que cela n'arrive pas. D'accord. Une autre loi fait la polémique, la loi dite Karama sur la protection des droits des femmes et des filles. Avez-vous, en tant que parlementaire, une lecture à partager? J'ai toujours été parmi ceux et celles qui revendiquent que cette loi puisse voir le jour depuis très longtemps. Elle est nécessaire compte tenu de la situation que nous connaissons, de ces violences qui sont faites sur les femmes ou les jeunes filles. À chaque fois qu'on a évoqué une loi de cette nature, il y a eu des forces obscurantistes qui se sont dressées contre cette loi. Et d'ailleurs, on voit que au lieu de critiquer le contenu de la loi ou de faire des propositions de modification, on est plutôt par principe opposé à la loi. Dans un premier temps, on se disait, quand on évoque l'aspect genre, que la société musulmane que nous sommes va être réfractaire parce qu'on pense à l'homosexualité, etc. Maintenant qu'on a changé l'intitulé et le libellé, on a dit que c'est la loi contre les violences faites aux femmes et aux filles. Alors là, on se dresse aussi, cette fois-ci, contre la loi tout simplement, donc on est contre le principe. Je ne peux pas comprendre qu'on soit contre le principe d'une loi qui va protéger les femmes. Et donc, nous continuons à nous battre, je continue aussi à dénoncer cet état de fait, et surtout, je dénonce ce manque de détermination du pouvoir à faire avancer les choses dans ce domaine. Merci. Alors, Kadiatou Malick Diallo a-t-elle des ambitions pour devenir la première présidente de la République islamique de la Mauritanie? Je ne suis pas sûre que les Mauritaniens soient déjà prêts à élire une femme présidente de la République. Alors, une dernière question, tout aussi simple. Alors, trouvez-vous quelque chose de positif au bilan de Razouani? S'il y a quelque chose de positif que vous devez décrire sur le bilan de Razouani, ce sera laquelle? Bon, c'est surtout le fait qu'il y a quand même un respect de l'autre. Merci beaucoup, c'était Pôle 2024 depuis Nouakchott et aujourd'hui on a reçu Kadiatou Malick Diallo, député de Fret. C'était Amadou Kane, Pôle 2024 sur rmi-info.com. Merci.